BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est le secrétaire général de Force Ouvrière, Frédéric Souillot. Bonsoir. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être là avec vous. Évidemment, on va parler du 1er mai, des revendications de votre syndicat. On va parler aussi, est-ce que qui peut travailler le 1er mai? Est-ce que ça peut être des boulangers, des fleuristes ou d'autres? Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis, bien sûr, on reviendra sur toutes ces menaces sur l'emploi, que ce soit ArcelorMittal, que ce soit ST Microélectronics, que ce soit aussi d'autres entreprises qui mettent la clé sous la porte, menace de crise économique. Est-ce que, on va pas parler de souveraineté économique, de patriotisme économique, mais est-ce qu'il y a un patriotisme syndical? Tiens, bonne question que je vais vous poser. Et puis on parlera dans la deuxième partie de cette grande interview de la retraite par capitalisation. Est-ce que c'est la solution au déficit? On aura en visio avec nous Bertrand Martineau, qui est l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, qui a fait un rapport là-dessus, puis une note aussi que j'ai avec moi, pour expliquer qu'en fait ça ne met pas en danger la retraite par répartition, mais que ça peut être une solution au déficit. Frédéric Souillot, demain ça va se passer comment? Ça va bien se passer le 1er mai. Il n'y a pas d'intersyndical déjà. Mauvais signe. Mais non, mais il y en a rarement eu des intersyndicales pour le 1er mai. On en a eu une pendant la mobilisation sur les retraites. Mais avant ça, il fallait remonter à 1995 pour trouver une intersyndicale. Et pour la première fois, il y avait toutes les organisations pendant la bagarre sur la réforme des retraites. Donc ce sera un 1er mai normal, habituel, où on va parler de revendications et surtout... C'est la journée internationale des travailleurs, le 1er mai. C'est pas français au départ, ce jour. Mais justement, on pourrait avoir un patriotisme syndical face à M. Trump, qui est en train de vraiment de tout mettre par terre, quoi. Alors, M. Trump, quoi qu'on en pense, il a été élu démocratiquement. Oui. Et moi, y compris en France, je n'appelle jamais à voter pour l'un ou contre l'autre. Maintenant, sur les revendications et sur la politique qu'il mène. En gros, il nous fait une guerre économique. Ouais. Et la guerre économique, elle va se transformer en guerre tout court. C'est déjà le cas. Ou, c'est déjà le cas, pas tout à fait. Les mêmes mots entraînent toujours les mêmes remèdes. On pense économie de guerre et guerre économique. Eh bien, pour nous, ce ne sont pas aux travailleurs de payer cette guerre économique. Et pour autant, on doit avoir une souveraineté industrielle et du patriotisme économique, mais au moins au niveau européen. Ce continent doit pouvoir se défendre et répondre globalement à Trump, tous en même temps, pas chacun dans son petit coin. Et bien justement, j'ai envie de dire syndicat et patronat. Vous pouvez pour une fois, j'ai envie de dire, mettre de côté la lutte traditionnelle qui existe et peut-être avoir une forme de solidarité avec le patronat. Alors, solidarité avec le patronat, pourquoi ? Pour défendre leur entreprise, nos emplois. Alors, nous allons défendre les travailleurs, nos emplois, nos entreprises. Si on prend le sujet ArcelorMittal, eh bien, je dirais, malheureusement, rien de neuf sous le soleil. En 2012, j'étais en charge de la sidérurgie française pour FO Métaux. Je rencontrais Mario Draghi déjà, parce que l'Axmimittal, déjà à l'époque, faisait son petit chantage à l'emploi pour essayer de récupérer des aides publiques. Aujourd'hui, il a 1,6 milliard d'aides publiques par an pour la décarbonation. On a besoin de souveraineté industrielle sur l'acier. Si on ne fait plus d'acier en France, c'est fini, ne parlons plus de réindustrialisation. Et c'est un gros sujet, vous avez raison, sur la décarbonation à Dunkerque, avec un très gros investissement. On va voir comment ça se passe. Et à Fos, tout à fait. Un instant, restons sur le 1er mai. Est-ce que il y a un sondage de nos confrères de BFM TV et Lab qui disent qu'il y a 3 Français sur 4 qui sont pour l'ouverture, notamment des fleuristes, des boulangers et autres. Est-ce que vous dites non, ou est-ce que vous dites si certains, et sous certaines conditions, ont envie de travailler plus, notamment les boulangers, s'ils ont envie d'ouvrir et de vendre leur pain, est-ce qu'il faudrait que ça soit possible? Du reste, il y a une proposition de loi. Alors, c'est tous les ans pour le 1er mai. C'est le même marronnier. Le 1er mai, c'est le seul jour férié chômé de l'année. Tous les autres sont des jours fériés où on peut y travailler. Il est payé, en plus il est payé. Sur la base du volontariat. Maintenant, les boulangers, les fleuristes, les employeurs boulangers, fleuristes peuvent travailler. Ils ne se feront que
taxés s'ils sont contrôlés, s'ils mettent en place des travailleurs. Les travailleurs, pour le 1er mai, c'est un jour férié, chômé. Donc vous dites à l'inspection du travail, eh ben non, il faut y aller, il faut aller contrôler. Je dis à l'inspection du travail, on a un seul jour férié, chômé et obligatoire, ça s'appelle le 1er mai, et ce jour-là, on ne travaille pas. Ouais. Maintenant, quand il y a un pont et que c'est une année de travailleurs, avec des jours fériés, 2 ponts d'affilée et tout cela, on a le même concours Lépine sur le nombre de jours fériés en France et ainsi de suite. C'est pas ça qui met à bas la République sur cette journée-là. Ouais, arrêtons quand même. En même temps, on va voir, il y a tous les ponts, on va voir que ça peut-être ça entraîne, c'est la baisse de consommation. On a eu des chiffres très très importants. Juste d'abord une question, la baisse de la consommation des ménages. Vous avez vu les très très mauvais résultats, donc c'est le pire, c'est au plus bas depuis 2014. Alors les explications, c'est les ventes de voitures, etc. Mais le plus bas depuis 2014, hors Covid. Eh bien, 56% du PIB, c'est toujours la consommation des ménages. Oui. À partir du moment où on rassure non, ça l'est pas, plus, oui, ça baisse. À partir du moment où on rassure pas les ménages, les ménages, la crainte, la guerre économique ou l'économie de guerre, eh bien, au bout d'un moment, les gens épargnent. Oui, mais ça se voit. On a eu les chiffres de l'assurance vie aujourd'hui, c'est encore plus. Mais oui, mais pour autant, toujours plus. C'est à l'exécutif et à l'État de rassurer les ménages, les consommateurs. C'est pas en disant on va défiscaliser, on va abaisser la fiscalisation sur les retraites, ou on ne va pas augmenter les salaires, ou pas de coup de pouce au SMIC, qu'on va arriver à rassurer tout le monde. Oui. Mais en même temps, j'ai envie de dire, vous aussi, les syndicats, vous avez un rôle très important, j'ai envie de dire, surtout en France, donc pour rassurer les Français. Mais c'est ce que nous faisons. Vous avez le sentiment que c'est ce que vous faites? Ah ben écoutez... C'est pas la grève à la SNCF, est-ce que c'est comme ça qu'on rassure les Français? Maintenant, à la SNCF... Alors je vous pose la question, et je vais quand même dire que vous êtes moins concerné à Force ouvrière, évidemment, parce que vous n'êtes pas représentatif. Et du coup, on ne peut pas déposer de préavis de grève. Oui. Mais les préavis ont été déposés il y a très longtemps. Oui. Et pourquoi le 8 mai? Mais... pourquoi il n'y a pas de discussion entre la direction générale de la SNCF et les organisations syndicales? Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été lâchées, notamment sur les hausses de rémunération. Ah bon? Il y a déjà... Oui. Eh bien, écoutez, apparemment pas suffisamment, puisque les organisations syndicales disent « mettons-nous autour de la table et négocions ». S'il y a déjà bien une loi où aujourd'hui il y a obligation de déposer un préavis et tout cela, et il y a plus de 2 mois. Donc en plus de 2 mois, je pense qu'on peut arriver à trouver des solutions. Oui. Ça s'appelle la négociation. Oui, mais pour négocier, il faut être 2. Oui, mais il y a beaucoup de négociations à la SNCF. Il n'a pas arrêté de Jean-Pierre Farandou, le président partant, justement, il n'a pas arrêté de négocier quand même. Oui, tant mieux. Oui. Et sans succès, ça ne sert à rien finalement. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce qu'il y a encore un mouvement de grève. Est-ce qu'il y a eu des mouvements de grève pendant les Jeux Olympiques? Est-ce qu'il y en a eu pendant les fêtes de Noël? Il y a eu des préavis de déposer, il y a eu des accords de trouver. Eh bien, c'est ça la négociation collective. ArcelorMittal, je disais, STMicro, est-ce que pour vous, est-ce que vous observez, surtout à Force ouvrière, vous êtes une vigie un peu sur l'état de l'emploi en France? Est-ce que vous voyez remonter d'autres et de nombreux plans sociaux ou pas? Malheureusement, oui. Oui. Et là, tout à l'heure, quand on parlait de rassurer les Français ont peur pour leur avenir et leur emploi, les travailleurs. On a alors STMicro Électronique, qui est anciennement groupe Schlumberger, d'où je viens. Oui. Moins 1000 salariés en France. Oui. On a eu tout un tas de sujets. Regardez, Duralex, ils ont réussi à monter une scope pour se sauver. Parce qu'à un moment ou à un autre, les travailleurs ne peuvent pas être la variable d'ajustement. STMicro Électronique, si on regarde leurs chiffres, ils ne sont pas mauvais. Ça dépend, oui, en même temps, ils ont loupé quand même quelques... Oui, ils ont loupé quelques virages, on va dire, industriels, développement. Et puis, virages industriels. Pour autant, est-ce que STMicro perd de l'argent? Est-ce que STMicro touche des aides publiques? Oui. Eh bien, la première conditionnalité des aides publiques versées aux entreprises, c'est conserver l'emploi en France. Est-ce que vous diriez quand même, un peu aujourd'hui, là, on voit bien, en plus, on est dans un moment assez critique, hein, vous-même, vous le dites, que ce soit tant sur le plan de l'emploi que sur le plan économique. On a vu beaucoup d'entreprises, vous savez, c'est les résultats des premiers trimestres qui font ce qu'on appelle, qui ont fait des profit warnings, c'est-à-dire des avertissements sur résultats. Est-ce qu'en même temps, c'est pas le moment où il faut quand même essayer de comprendre
peut-être la logique d'entreprise. Ils ont besoin de faire des résultats, les chefs d'entreprise, parce que c'est même, sinon, c'est pas une existence. Enfin, l'entreprise est mise en danger. Vous voyez, si elle veut investir, si elle veut se développer à l'international, créer des usines en France, il faut quand même gagner de l'argent. Alors, on la comprend bien, la logique des entreprises. Oui. Les résultats, ça nous va. Parce que plus les entreprises vont bien, mieux on arrive à améliorer la rémunération, les conditions de travail, les salaires et tout cela. Et puis, le partage de la valeur, puisque nous avons signé un accord national interprofessionnel sur le sujet. Là où ça coince, c'est quand la seule volonté, c'est de verser des dividendes aux actionnaires. Plus de dividendes chaque année. Ouais. Donc, l'année dernière, on a atteint encore une fois, on a dit plus de 100 milliards de dividendes versés aux actionnaires. Et alors, dès le premier trimestre 2025, avec des centaines de milliards de dividendes versés aux actionnaires... Pas des centaines, une centaine, oui. Oui, ben une centaine. Oui, non, vous avez dit des. Passé, mais dès qu'on passe 100, c'est plus de une. Non, c'est pas des centaines, oui. Oui, d'accord, mais... Eh bien, on a encore atteint un plafond l'année dernière. Oui. Eh bien, pour le coup, même si au 31 décembre, ils ont touché 100 milliards, l'année suivante, au premier trimestre, on nous dit « Ah, attention, il y aura moins de dividendes ». Eh bien, moins de dividendes, ça ne veut pas dire que les entreprises vont moins bien. Vous connaissez... Ah oui, si, quand même. Non. Les entreprises, elles vont moins bien. Mais regardez, même Airbus qui se porte bien a dit, attendez, moi, je ne fais plus de prévision. Avec M. Trump, je ne sais absolument plus qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on aura, ou d'autres, est-ce qu'on va avoir des minerais rares? Est-ce qu'on va avoir... Oui, je veux dire, il faut aussi... C'est une période extrêmement difficile pour un chef d'entreprise aujourd'hui, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, mais... y compris sur l'instabilité politique et internationale aussi, où ils retiennent leurs investissements et bon. Ouais. Ça tombe bien, on va parler de retraite par capitalisation, parce que pourquoi il y a des dividendes? Pour une raison simple, c'est que les actionnaires, ils sont pas français, ils sont anglo-saxons. Ils ne sont pas que français, non, mais ils sont pas essentiellement anglo-saxons. On va avoir avec nous Bertrand Martineau, qui est l'ex-conseiller social de Nicolas Sarkozy, qui est aujourd'hui associé à l'Institut Montaigne. Lui, il est pour la retraite par capitalisation. Pourquoi c'est important? C'était un gros mot, maintenant on peut le dire. Même devant vous, je peux parler de ça. Vous voyez, on évolue petit à petit, Frédéric Souillot. Vous n'êtes pas en train de quitter le studio quand je dis ça. Mais on voit bien que ça peut être une solution, pas que la solution, notamment au problème de déficit des retraites. Mais la capitalisation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la création de fonds de pension et qui peuvent investir dans des entreprises françaises. Alors la capitalisation fonds de pension, si c'est pour se comporter comme nos voisins anglo-saxons et qui spéculent sur le dos de pauvres bougres comme eux partout dans le monde, notamment en France, ça ne peut pas être une solution, ça ne peut pas être cette solution-là. Et la capitalisation, les annonces du président Trump sur les droits de douane, quand la bourse s'est cassée la figure et que les retraites des Américains sont indexées sur le cours de la bourse, ils ont perdu 5%. Oui, mais alors après, ils ont repris... Oui, non, mais attendez, pardon. Et après, ils ont repris justement leurs centaines de milliards, là, pour le coup, Frédéric Souillot. Oui, peut-être. Donc, sauf que le moment où ça a baissé, les pensions ont baissé. Et en 2008, après la crise des subprimes, pendant 3 mois, quand vous n'arrivez pas à verser de pension de retraite, ça fait des gens qui sont expulsés, qui n'ont plus de logement. Mais en attendant, vous avez quand même la moitié des Américains qui ont des actions et c'est comme ça qu'ils financent leur retraite. Mais ils n'ont pas le choix, c'est leur protection sociale collective qui est construite comme ça. C'est un choix de société. Mais la bourse, sur le long terme, permet quand même de gagner l'argent. Oui. On va en parler tout de suite. Permettez-moi de vous interrompre, Frédéric Souillot, pour saluer Bertrand Martineau qui est avec nous, que vous connaissez bien. Bonsoir Bertrand Martineau. Je le disais, vous avez été conseiller social sous Nicolas Sarkozy. Vous êtes aujourd'hui notamment à l'Institut Montaigne et vous avez publié un rapport sur la capitalisation et même une note, là, retraite, optimiser les dépenses, introduire une dose de capitalisation. On ne va pas commencer à heurter tout de suite Frédéric Souillot. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous pensez que ça peut être une des solutions? Et évidemment, Frédéric Souillot va peut-être acquiescer ou vous contredire.
Oui, alors, c'est pour la Fondation pour l'innovation politique que j'ai fait ces publications, très exactement. Donc, comme vous le dites, il ne s'agit évidemment pas de remplacer le système par répartition par un système par capitalisation. Ce serait ni faisable ni souhaitable. Et je pense que, raisonnablement, le système par répartition dans le contexte français doit rester tout à fait majoritaire. Donc, il n'y a pas de sujet de ce point de vue-là. Par ailleurs, je ne propose pas non plus des fonds de pension d'entreprise à l'américaine. Je propose de passer à un ou éventuellement plusieurs fonds sectoriels, mais disons un fonds national qui serait probablement géré par les partenaires sociaux comme l'Agirc-Arrco. Et mon modèle, c'est plutôt celui de la fonction publique, le régime additionnel de la fonction publique, puisque comme sait évidemment M. Souillot, il y a une partie minoritaire, certes, des retraites des fonctionnaires qui sont financées maintenant par capitalisation, à laquelle d'ailleurs FO participe. Il est au conseil d'administration de l'établissement qui gère les retraites de ces fonctionnaires. Bon. Donc, alors pourquoi la capitalisation? C'est tout simple. Alors, c'est absolument pas une solution miracle, et en particulier, ça ne résout en rien les déficits actuels du système par répartition qui, de toute façon, devront être financés d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un autre sujet. Bon, alors, s'agissant de l'intérêt de la capitalisation, elle est très simple. C'est que, comme malgré les problèmes de court terme de bourse, mais ça, les financiers savent gérer, l'Agirc-Arrco, d'ailleurs, sait gérer un fonds de réserve. Le fonds de réserve des retraites sait gérer des réserves. Donc, tout ça, on sait faire. Tout n'est pas investi en actions. Il n'y en a qu'une partie qui est investie en actions. Il y a des investissements en obligations, en actions non cotées, en trésorerie, liquidité, tout ce que vous voulez. Mais de manière générale, sur long terme, là je me réfère aux travaux de Thomas Piketty, qui n'est pas particulièrement un économiste libéral comme vous savez, qui a montré que sur long terme, sur des décennies, le rendement du capital bat la croissance économique, est supérieur à la croissance économique. C'est comme ça. D'accord. Il y a des raisons théoriques sur lesquelles on ne va pas rentrer, mais c'est comme ça. Et donc, il en résulte que pour financer 1 euro de pension, vous avez besoin de moins de cotisation en capitalisation que par répartition. Et donc, vous redonnez du pouvoir d'achat aux salariés en finançant une partie de leur future retraite par capitalisation. C'est aussi simple que ça. Et dans mon système, je veux rassurer tout le monde, dans mon système, la capitalisation est obligatoire, elle concerne tout le monde, et en particulier les salariés modestes qui aujourd'hui n'ont pas accès au rendement du capital. Il ne s'agit absolument pas de développer, comme c'est parfois le cas dans certains pays et en partie en France, des capitalisations un peu sauvages, des fonds de pension, qui ne bénéficieraient en fait qu'aux salariés aisés des grandes entreprises. Oui. Voilà. Bertrand Martineau, après on parlera de la question des garde-fous, mais sur ce point-là, Frédéric Souillot, qu'est-ce que vous pensez du raisonnement de Bertrand Martineau? Est-ce que vous dites, bon, pourquoi pas, c'est pas du tout dans la culture française, mais est-ce que c'est quelque chose vers laquelle on pourrait se diriger? Alors, bonjour, Monsieur Martineau. Ce que vous expliquez, c'est l'Agirc-Arrco, avec une cotisation obligatoire et une gestion paritaire, comme nous le faisons. Et dans les statuts de l'Agirc-Arrco, on a bien un fonds qui, pendant 6 mois, doit pouvoir payer la pension des 18 millions de retraités du privé de l'Agirc-Arrco. Ce qui se passe à la Préfonds aujourd'hui, alors c'est une petite part des pensions de retraite de la fonction publique. Pourquoi? Parce que de moins en moins de fonctionnaires rentrent directement au statut et passent par la contractualisation avant. Et c'est pour cela qu'a été créée la Préfonds à l'époque. Et bien évidemment, nous sommes au conseil d'administration de la Préfonds, comme nous sommes présents à l'Agirc et à l'Arrco. Et c'est ce qu'on appelle le paritarisme de gestion. On sait le gérer. Alors le bon terme, c'est pas capitalisation. C'est une cotisation obligatoire sur les salaires payés par l'employeur et le salarié. Et après, la gestion, c'est la même que l'Agirc ou l'Arrco ou la Préfonds. Bertrand Martineau, c'est pas tout à fait votre proposition. Déjà, pour les fonctionnaires, je ne pensais pas à la Préfonds qui n'est pas obligatoire, je pensais au régime additionnel de la fonction publique, le RAF pour les initiés, qui lui est obligatoire, et qui est assis sur les primes des fonctionnaires. C'était ça mon modèle. Bon. Et là, je suis sur un système qui n'est pas exactement l'Agirc-Arrco, parce que l'Agirc-Arrco gère effectivement environ 80 milliards, ils ont des réserves d'environ 80 milliards, qui sont gérées paritairement, tout à fait, mais ce n'est pas pour accumuler des droits individuels pour les salariés futurs retraités, c'est juste c'est des réserves de précaution pour lisser
les aléas de la retraite par répartition. Donc, ce n'est pas exactement le même modèle que ce que je propose. Moi, je propose vraiment que chaque personne accumule des droits individuels gérés collectivement dans un système de type Agirc-Arrco, mais c'est quand même des droits individuels qui se capitalisent. Donc, ce n'est pas tout à fait le même système quand même. Oui, mais sur l'intérêt collectif, et moi, pour l'organisation syndicale que je représente, c'est l'intérêt collectif. À l'Agirc et à l'Arco, on sait avoir des prévisions pour les 15 prochaines années. Et on prend en compte la démographie, les hausses, les baisses de notre système de retraite par répartition. Mais le système de retraite par répartition, c'est un véritable choix de société collectif égalitaire. Là où on a des trous dans la raquette dans le système de retraite par répartition, c'est les temps partiels subis, les femmes, les aléas de la vie, les événements familiaux et tout un tas de choses. Regardez en 2023. Aujourd'hui, on parle du peut-être déficit de 2025. Ouais. Mais en 2023, on est excédentaire de 8,4 milliards d'euros. Là, on sera en déficit de 15 milliards en 2035. Hein, oui, ça, mais en 2023, avant-hier. Ouais. En 2024, on est à l'équilibre sur notre système de retraite par répartition. Et un déficit en 2025, oui. Oui, enfin, si vous me permettez, il est à peu près à l'équilibre. Enfin, il y aurait beaucoup à dire sur les questions comptables, mais bon, on va dire qu'il est à peu près à l'équilibre grâce à plusieurs retraites assez puissantes que vous avez fortement combattues ces dernières années, quand même, si je peux me permettre. Réforme des retraites, oui. Non, il est à l'équilibre pour une raison très simple. Il y a eu de l'inflation, des négociations sur les salaires, des clauses de revoyure, un accord sur le partage de la valeur. Et donc, on a donné plus de salaires et plus de rémunération aux travailleurs, ce qui a fait plus de cotisations, plus de CSG, plus de CRDS, puisque tout cela, à chaque fois qu'on perçoit une somme, il y a de la CSG, de la CRDS, et pour le reste, c'est cotisation salariale, cotisation patronale. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un excédent. Alors, Bertrand Martineau, il y a eu quand même deux réformes massives, réforme Woerth en 2012 et réforme Touraine de 2014, qui ont quand même beaucoup permis de redresser les comptes, si je peux me permettre, du côté des dépenses. Et la réforme Touraine. Mais ce n'est pas un problème de dépenses. Les dépenses, on les connaît, on est même capable de les connaître pour les 15 prochaines années, puisqu'on y arrive pour l'Agirc et l'Arco. C'est un problème de recettes. Et les recettes, allègements totaux de cotisation pour les salaires jusqu'à 1,6 SMIC. Il faut que l'État compense du coup dans les caisses de la protection sociale collective. Et après, on vient nous parler de déficit public et d'allègement. Mais l'État compense. L'État compense. On peut penser ce qu'on veut des allègements de charges, il y aurait beaucoup à dire. Mais l'État compense. Des allègements de cotisation. L'État compense. Il n'y a pas de problème financièrement. Oui. Mais avec un peu de retard. Donc, juste un point. Donc, vous n'êtes pas séduit, Frédéric Souriau, visiblement, par la proposition de Bertrand Martineau. Pourtant, ça a l'air de séduire un peu le gouvernement. Hein. Mais oui, mais le gouvernement, il n'a pas le choix d'être séduit par tout ce qu'on va lui mettre sur la table. Bon. Mais par contre, une cotisation de retraite obligatoire gérée paritairement, c'est capitalisation qui... Mais voilà. Donc, Bertrand Martineau, vous avez compris, c'est une question de sémantique, finalement. Mais on pourrait trouver un accord, il faut juste appeler ça autrement. Moi, je suis prêt à utiliser tous les termes qu'on voudra. Quand vous l'expliquez en disant que ce ne sera pas des fonds de pension, de ci ou de ça, où on va aller... Il explique très bien, du reste, Bertrand Martineau. Oui, non, mais j'entends bien. Et en plus, ce serait avec les partenaires sociaux. Prenez les plans d'épargne, retraite... des grands groupes. On en a plein. Ça marche, qui sont gérés paritairement et c'est souvent lié à la loi Fillon de 2007 qui nous interdit de faire de la surcomplémentaire. Et comme on ne peut plus faire de surcomplémentaire à Agirc et Arco, eh bien on n'a pas arrêté de payer des cotisations. On a des plans d'épargne retraite volontaires dans les grands groupes. Ok, mais pas ça s'appelle des fonds de pension. Ça s'appelle des fonds de pension. Non, c'est un gros mot. Ça s'appelle pas des fonds de pension, pas du tout. Mais non. Si. Mais appelons-les plans d'épargne retraite, c'est leur nom officiel. Dans d'autres pays, on les appelle pension funds. En anglais, ça veut dire. Sauf que l'argent n'est pas placé à la bourse.
Et ah bon, dans les PER? Moi, excusez-moi, j'ai un PER, et il est placé à la bourse, et heureusement. Oui, mais vous, le vôtre, parce que c'était celui qu'on donnait aux assistants gouvernementaux. La prochaine fois, attendez, un PER qui est placé en bon du Trésor, il faut virer le gestionnaire, hein, quand même. Oui. Bon, ok. Merci on beaucoup. On va pas virer le Trésor. Merci, on va refaire ça parce que c'est très intéressant. Merci beaucoup Bertrand Martineau. Je crois du reste. Merci, c'est un plaisir. Oui, merci à vous. On va se revoir très bientôt, je crois. Juste encore sur les retraites, il y a un autre point sur la supprimer l'abattement de 10% pour les retraités. Je sais que tous les syndicats sont un peu vent debout contre ça en disant qu'on ne touche pas parce que les retraités, ils ont cotisé. Mais en même temps, on voit bien que c'était à un moment où les retraités avaient des revenus qui étaient bien moindres que celui des actifs. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. En plus, notamment à cause de l'immobilier. Est-ce qu'on ne peut pas quand même revenir sur cet avantage, cet abattement de 10% pour les retraités, qui sont les plus fortunés, évidemment parce que sinon, il n'y aurait pas d'impôt sur le revenu. Les plus fortunés. Encore une fois... Je vais dire ce que j'ai déjà dit à la télévision. Oui, mais là vous y êtes. Oui, alors, Foutez-leur la paix aux retraités. Mais non, Cet abattement de 10%, il a été validé, donné pour une raison très simple. On gagne moins de pension. Si, c'est vrai. Non, c'est moins vrai. Mais non. Si vous gagnez 2000 euros de salaire, quand vous êtes en retraite, vous avez entre 1600 et 1650 de pension. Oui, mais vous versez pas d'impôt sur le revenu. Vous n'avez pas d'impôt sur le revenu à ce moment-là. Mais à 2000 euros, vous en avez des impôts sur le revenu. Mais pas à 1600, mais pas à 1600. Mais voilà. C'est faux. Oui. C'est faux. Il y a des gens qui payent des impôts et à 2000 euros... Donc on n'y touche pas. Ben non, on n'y touche pas. Bon. Et puis, en plus de cela, si on mettait le pied dans cette porte... Et je l'ai déjà entendu ici ou là par l'exécutif, on ne regarderait plus le montant de la pension, mais les revenus du ménage. Et donc, si vous êtes deux retraités à 1650 euros, eh bien, on dirait 3200, eh bien, vous avez fini avec l'abattement et payé des impôts. Il nous reste 2 minutes, donc ça va très vite. Juste, est-ce que vous pourriez revenir dans le conclave? Enfin, maintenant, il y a un vrai conclave, donc on va peut-être appeler ça autrement. J'espère que 7 mai, ils ne vont pas m'inviter, je ne serai pas à l'aise. Mais non, plus sérieusement. Alors, dans ce qui s'appelle Village Retraite aujourd'hui, je crois que c'est... Oui, exactement. Alors, je pense que dans les mauvaises idées pour trouver un nom à ce truc... Et ça, on est d'accord. Conclave, Village Retraite... Village Retraite, on se demande où est-ce qu'ils ont trouvé ça, mais enfin bon. En tout cas, on ne m'a pas demandé, mais... non. Pourquoi pas? Vous pouvez changer votre mentalité, Frédéric Souillot. Non, mais j'ai une excellente mentalité. J'évolue tout le temps en permanence. Regardez, j'ai pas quitté votre plateau quand on a parlé retraite par capitalisation. Maintenant, ce que je dis, ça, c'est pas de la négociation. Il y a des endroits pour la négociation collective. Redonnons la place qui doit être la sienne à la négociation collective, point. Pratique, contractuelle et conventionnelle. Un mot, 30 secondes, sur la réforme de l'apprentissage. Vous avez vu, ça y est, elle est sortie une réforme, ça a formidablement marché, mais ça coûtait trop cher. Et donc là, maintenant, c'est une réforme un peu à moindre coût, notamment pour les Bac plus 3, où il y aura un reste à charge de 750 € pour les entreprises. Vous en pensez quoi? Mais j'en pense que cette réforme de l'apprentissage, c'était une bonne réforme. On a souvent été comparé à nos voisins, notamment allemands, en disant on construit de l'industrie par la formation professionnelle et l'apprentissage. Maintenant qu'on me dise que ça coûte trop cher ou pas assez cher, dans le même temps, dans cette loi, il n'y a pas juste les 750 pour les Bac plus 3. Il y a aussi, sur les salaires des apprentis, ils vont payer des cotisations. Et du coup, ça veut dire que leur salaire net, leur rémunération, elle va être moins élevée. Donc c'est une connerie. Bon, une connerie. Et ben voilà, au moins c'est là-dessus qu'on va finir, au moins ça c'est clair. Merci Frédéric Souillot d'être venu nous voir, secrétaire général de Force Ouvrière, et bon 1er mai donc demain. Merci. Merci beaucoup. Tout de suite, on en reparle du reste avec Guillaume Paul et ses experts. La grande interview sur BFM Business.